joue à bisous en papa en tol. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout les bonnes stations pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, quel que soit le moment, l'heure. Vous êtes dans votre émission, l'émission Papa Génité. Un plaisir d'être ensemble comme d'habitude, la première de l'année 2023. Nous souhaitions vous souhaiter nos vœux. Donc je laisse Jonathan commencer. Eh bien, bonne année pour cette année 2023. 2023, mon pote dit en état. Bonne année 2023. La santé, et puis que tout ce que vous souhaitez, il faut travailler pour. Hein. Il faut travailler pour que tout se passe au mieux dans vos vies. Et puis surtout la santé. Je pense que la santé c'est primordial. On l'a constaté ces 2 dernières années. On a vu que la vie n'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de personnes qui... Il y a des morts autour de nous, il y a des disparitions autour de nous, il y a des gens, voilà. Le émission. Pourquoi? Ça commence mal là quand même. Hein? Non, mais pourquoi? Mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai, mon frère. Ouais, ça va vite maintenant, avec la santé. Mais non. Je t'en Et voilà, la vie devient particulière, donc c'est tiens bien, pas maudit, hein. Impeccable. Moi, c'est la santé et l'éveil des consciences. Hein. Ensuite, je vous souhaite tout ce que vous souhaitez. Et puis, pour nous aller tout en check à battre, c'est pour vivre. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, moi, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Et puis, entre autres, ouais, c'est pourquoi aussi que pour ce mois de janvier, on a décidé de faire des thématiques sur la santé. Oui, c'est important. La santé, c'est la vie. Santé mentale, santé physique. Donc, pour commencer la première de l'année, on se mercredi 4 janvier 2023, on vient de me le souffler à l'instant. Donc voilà, on rappelle également les différentes diffusions, le vendredi à 21h30, le samedi à 10h et le mardi à 15h. Ou bien sinon, un non-stop sur YouTube à partir de vendredi 21h35 à peu près. Il parti. Donc ce soir, nous allons parler de quoi, Olivier? L'art-thérapie, c'est une pratique qui m'intrigue un peu. Elle m'intéresse. Elle m'intrigue pas tellement, elle m'intéresse. Comme tu as dit, t'intrigue par rapport à quoi? Non, je change le mot. Elle m'intéresse parce que je suis un ancien artiste. Hein. D'accord. Et je pense que c'est une pratique... Enfin, je ne sais pas si je veux dire pratique, c'est pas forcément le bon mot, mais c'est très important pour moi d'en parler. Parce qu'on sous-estime des disciplines comme le dessin, la thérapie, la musique, etc. Je trouve que ce sont des matières ou des outils qui sont très sous-estimés alors que leur importance est beaucoup plus puissante que ça. Donc, art-thérapie ce soir, pour tout le monde, en grand, sans frontières. Art-thérapie sans frontières. Déjà, il y en a peut-être ceux qui ne connaissent pas l'art-thérapie. Donc, c'est aussi un moyen de faire découvrir la pratique. Donc, ce soir, nous avons invité 2 invités, dont une art-thérapeute et également une artiste aussi. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Tout d'abord également la bonne année pour vous, la santé, primordiale, comme je le disais. Bon, c'est vrai, j'ai peut-être un petit peu noirci le tableau avec les dessins. Voilà, on va un petit peu rallumer un petit peu tout ça. On va mettre un peu de couleur. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Rebonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Jusque-là, ça va. Comment allez-vous, madame? Mallory Modeste. Mon prénom Mallory, mon nom Modeste. Parlez plus fort. Donc, mon prénom Mallory, mon nom Modeste. Peut-être que je suis un petit peu loin du micro, du coup. Donc, Mallory Modeste, un thérapeute, pour le coup. D'accord, ok. Ensuite, notre deuxième invité. Alors, Sabine Ahmed, bonsoir, bonne année à tous. Merci. Donc, artiste peintre à ses heures perdues. Donc, c'est ma première, donc merci encore. Ça va se passer, Sabine. Mais je suis au calme. Moi, ça me fait plaisir. Déjà, 2 invités. Mallory, qui a déjà participé à plusieurs émissions avec nous en radio. On a fait une émission. On avait fait également une thématique sur l'art-thérapie. Sur l'art-thérapie, parfaitement. Donc, voilà, on va en reparler, mais cette fois-ci en télé. Et puis également, partisante. Tu participes également à nos lives aussi, dans les Faut que nous causer Titac, sur la page Négatif. Donc c'est un plaisir pour moi également, un plaisir pour nous que tu sois présente également en télé. Un plaisir partagé. Et Sabine aussi, Sabine tu sais déjà, voilà, une amie,
et elle va participer avec nous. Elle va nous montrer également un petit peu ses particularités, son exutoire, et on va en discuter ce soir. Et je vais découvrir l'art-thérapie plus en profondeur. Ouais, voilà. Donc, pour commencer également pour l'art-thérapie, la définition de l'art-thérapie. Alors, la définition de l'art-thérapie, on va essayer de faire simple et court. L'art-thérapie, c'est un processus qui permet d'aller transformer, de rentrer en médiation avec les blocages en termes d'expression, on va dire d'expression naturelle, d'expression personnelle et naturelle. C'est tout simplement la pratique artistique, sans pour autant prétendre à des niveaux professionnels ou très aiguisés, la pratique artistique au service du mieux-être interne comme du mieux-être externe. Quand je parle de mieux-être interne et externe, je parle de capacité moteur et capacité psychique. Donc, servir la pratique artistique, tous arts confondus, au service on va dire de l'expression naturelle personnelle. C'est relever certains éléments, d'une certaine manière. Absolument. Alors, les éléments on va dire, qui coincent en règle générale, qui coincent dans nos vies, qui coincent dans nos perceptions et qui coincent dans nos mouvements, plus particulièrement. Des sentiments, pas des sentiments, des ressentiments un peu enfouis. Des émotions, ça peut être des émotions, ça peut être, comme tu dis, des sentiments, et ça peut être aussi du mouvement. D'accord, ok. Déjà, moi, pour essayer d'ajouter un peu d'informations, déjà, il faut décomposer le mot. Il y a art et thérapie. Parfait. Le mot art, déjà, a quand même son importance. Absolument. Si on appelle certains outils, s'ils sont définis à travers le mot art, c'est déjà qu'ils ont forcément une importance. Ils ont forcément une particularité que d'autres outils n'ont pas du tout. Ou non que très peu. Parce que je pense qu'un outil a toujours une utilité. Parfait. D'accord ? Donc, je pense que déjà, quand on dit art, comment une art thérapeute définit l'art, justement ? Alors, l'art, effectivement, l'art, là, on va dire plus globalement, tient du sacré, parce que l'art, c'est c'est un concept, une notion qui nous invite dans notre rapport à l'abstrait et dans notre rapport au concret, tout simplement. Et c'est l'une des rares notions qui nous invite à faire ça. Je ne dis pas que ce sont les seuls, puisqu'il y a plusieurs arts, on est bien d'accord, mais en tout cas, l'art est propre dans le sens où elle invite l'humain à questionner, manipuler, recevoir comme donner dans son rapport à l'abstrait comme dans son rapport au concret. C'est une reproduction. Une reproduction, pas que... Ce que je dis reproduction, c'est-à-dire c'est déjà dégager ce qu'on a pour pouvoir l'extérioriser, je dirais. Alors justement, c'est pour ça que j'ai parlé de donner et de recevoir. Donc, il s'agit effectivement de donner dans son expression naturelle, donc dans ce qu'on va émettre. Et il s'agit aussi de recevoir, parce que sans être praticien artistique, les œuvres d'art, en règle générale, et d'ailleurs, notre unité de gouvernance en a fait une préoccupation publique. Je veux dire, on a quand même un ministère de la culture, c'est pas pour rien. Les arts, les productions artistiques qu'on peut regarder, toucher, entendre, vont aussi favoriser et participer à, on va dire, l'avènement de ce qu'on va voir plus tard, c'est-à-dire l'état cathartique. L'état cathartique. Oui. Attends, excuse-moi, tu peux définir pour moi. L'état cathartique, ça a rapport avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'art-thérapie, donc on a vu un petit peu ce que c'est, je vais un peu devancer Olivier, il va me taper. Thérapie, c'est de l'ordre du soin, du processus de guérison, donc effectivement, on aura la levée, l'état cathartique, c'est les émotions qui sont bloquées. On va dire techniquement, c'est ça. C'est l'état émotionnel bloqué. D'accord, ok. L'état de croyance limitante qu'on va mener au conscient. Et la pratique d'art, sans passer par des pratiques dites psychanalytiques ou psychologiques, comme on va voir tout à l'heure, sans passer par la raison, le raisonnement, ça va nous amener justement à rentrer en médiation avec ces états-là, qu'on n'est pas souvent en mesure de verbaliser, tout simplement. Un côté exutoire. Aussi, pas que, mais aussi. Donc en gros, l'art est un langage. Tout à fait. Un moyen de communication très représente des langages. Absolument, absolument. Pour moi, en fait, c'est un état d'inconscient vers la conscience. C'est, en fait, matérialiser ce qu'on a à l'intérieur, comme elle disait, qui bloque. Et si on n'a pas forcément les mots, à travers moi qui peins, à travers mes œuvres, je vais m'exprimer pour dire ce que je n'arrive pas à dire avec des mots. Donc, mes toiles seront parlantes. Tout ce que je ne dévoile pas avec des mots,
je vais le mettre sur ma toile. Et ça va me permettre d'être en conscience. Et surtout, des fois, il y a certains mots qui vont sortir et qui font mal. Donc, quand on n'arrive pas à les faire sortir et que ça fait mal, pour moi, l'art me permet justement de m'exprimer, de dire ce que je n'arrive pas à dire et qui fait mal. En gros, c'est ton émotion qui s'exprime. Voilà, et c'est de l'émotion, ça défait des nœuds. Et après, on se sent libre. C'est pour ça que quand je peins, je suis vraiment dans mon univers. Je suis vraiment à l'intérieur de moi. C'est un rendez-vous avec moi-même. Rendez-vous avec toi-même. De l'inconscient au conscient, d'une certaine manière. Comme tu disais. Et dans l'aller-retour également. Voilà, Dans l'aller-retour. voilà, c'est ça. C'est profond quand même. C'est un processus, hein, voilà. C'est profond, c'est très profond. Hein. C'est profond et puis c'est tellement réel. C'est tellement réel. C'est-à-dire que on va voir un petit peu sur le plan théorique ce dont il s'agit, mais on va aussi voir l'application dans la vie quotidienne, dans le mouvement justement, dans notre capacité motrice. On va voir effectivement que c'est certainement profond, mais c'est aussi réel. Moi, ce que j'entends, j'entends respect, en fait. J'entends le respect. Dès qu'on parle d'art, on parle de respect. Ça veut dire que tu as une discipline dont on arrive à définir un peu, entre guillemets, le niveau, ou les niveaux, différents niveaux. Parce que des fois, si je prends l'exemple de la musique, quand tu parles à certains de niveaux, ils te disent « Ah non, dans la musique, c'est selon l'individu. Je peux dire que tu as du niveau et puis le voisin va dire « Ah non, il est faible. » Tu vois. Sauf que moi, je dis aux gens, si on appelle ça l'art, c'est pas pour rien, en fait. C'est vraiment pas pour rien. Donc, du coup, moi, j'entends le respect, justement, alors, le respect des émotions, bloqué, le respect des émotions, et le respect dans la manière de l'exprimer, en fait. Pour moi, c'est que du respect, en fait. Parce que déjà, thérapie, c'est guérison, donc c'est du respect envers nous-mêmes. Et l'art, c'est encore quelque chose, ça veut dire qu'on respecte un outil à son point, je ne vais pas dire à son apogée, est-ce que l'art a des limites? Je n'en sais rien, mais sans limite. Il est reconnu forcément pour quelque chose qui est très rare en vérité. L'art, c'est pas... Certes, c'est développé international partout dans le monde, mais ça reste des outils très ciblés, en fait. Maintenant, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Je parle de la musique, de la peinture, du dessin, la danse. Dédicace à Muriel Bédot, la vérité. La danse, le dessin, l'art plastique, etc. Même la technologie, je vois ça. Je me rappelle, la matière de technologie, on t'apprend à faire des trucs. Des fois, on se dit, ouais, c'est saoulant, mais... Un architecte, c'est quelqu'un de... C'est expressif, c'est quelqu'un qui respecte justement l'environnement. Il sait très bien quoi faire dans l'environnement, comment le faire. Enfin, il puise dans l'énergie de son environnement pour construire quelque chose qui va être en adéquation avec tout le reste. Si je me trompe, vous me dites. Hein? Absolument pas. D'accord. Donc c'est comme ça que je perçois... C'est comme ça que je vois l'art-thérapie, moi, en fait. C'est comme ça que je l'aurais défini. Quand j'entends tout ça, j'entends également chacun sa perception des choses, comme tu disais. Quelqu'un peut juger une œuvre... médiocre. Ouais, tu peux ne pas la comprendre. Voilà. Et puis également, je sens la perception et puis, à savoir que, comme je disais, chacun a sa perception des choses. Hein. Chacun a sa perception par rapport à l'art. Et puis, le côté aussi expressif. Voilà. Et puis, comme on disait, ça, c'est profond. Pour moi, c'est comme une montagne avec... qui va, les cendres vont couler après, voilà, le volcan va couler. Donc c'est profond et ça remonte, et à partir de là, quand ça remonte, et puis ça va dégager certaines choses. Ça va dégager de la danse, ça va dégager de la peinture, ça va dégager du chant. Ça va dégager des émotions. Ça va dégager des émotions. Donc c'est un côté exutoire, mais pas que, comme tu disais également. Absolument. Mais qu'est-ce qui différencie l'art-thérapie à d'autres pratiques, surtout que... dans d'autres pratiques, comme voir un psychologue. C'est toujours de la psychologie pour toi? Non, mais... Non, pas forcément. C'est-à-dire que... On va poser la question. Parce que les autres thérapies également, ça demande une profondeur également. Et qu'est-ce qui différencie avec d'autres pratiques? Le côté artistique? Le côté artistique, forcément, parce qu'il s'agit de la pluralité des outils, en vérité. Toutes les pratiques qui ont une visée thérapeutique vont se saisir d'outils aussi divers et variés, relatifs de toute façon à leur domaine. L'art-thérapie va se différencier tout simplement dans un premier niveau de lecture, on va dire, par les outils.
qu'elle a à sa disposition. Alors de là où je pratique, évidemment, j'ai la pratique artistique. Encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de venir apprendre à pratiquer un art en particulier. C'est pas ça. C'est qu'on va justement pratiquer sans avoir d'expertise, sans avoir de niveau particulier, dans un but thérapeutique. Le but thérapeutique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est de rentrer en médiation avec des états cathartiques. Donc la différence entre l'art-thérapie et les autres domaines à visée thérapeutique, c'est dans un premier temps les outils, mais aussi, on va dire, les objectifs, la détermination précisément des objectifs. Là où on aura d'autres types de pratiques thérapeutiques. Prenons par exemple la massothérapie ou tous les autres domaines. Mais on va se concentrer sur la massothérapie pour le coup. La massothérapie qui a une visée donc thérapeutique par le maniement par les mains, c'est-à-dire qu'on va rentrer en médiation avec le corps directement, a ses outils propres, mais va avoir une visée thérapeutique sur le corps. J'ai presque envie de dire de façon exclusive, même si ce n'est pas totalement vrai. L'art-thérapie, lui, n'a pas, dans sa visée thérapeutique, de champ particulier. C'est-à-dire que l'art-thérapie, aussi abstrait que l'art, va se positionner tout simplement avec une visée thérapeutique concernant la personne en elle-même. Mais pas ce qu'elle présente uniquement, pas ce qu'elle dégage uniquement. Donc c'est pas physique? Ça n'est pas que ça. On va parler même d'approche holistique, corps, âme, esprit. Et donc, du coup, cette visée, cette direction thérapeutique-là, elle n'est pas exclusive à l'art-thérapie, entendons-nous bien. Elle n'est pas exclusive à ça. Par contre, l'approche holistique en art-thérapie va être propre à cette pratique-là. D'accord. Donc, on a deux niveaux de lecture, pour pouvoir synthétiser, on a deux niveaux de lecture. Les outils, tout simplement, de façon assez simple et puis évidente. Et puis, l'objectivité, la direction d'un accompagnement tel qu'un accompagnement en art-thérapie. Alors, de là où je pratique, je préfère préciser, c'est vrai que je mélange beaucoup, c'est-à-dire que j'ai un parterre neuroscientifique très présent dans ma pratique d'art-thérapeute. Il n'empêche que dans la visée thérapeutique en art-thérapie, on va avoir une approche beaucoup plus holistique par rapport, encore une fois, à une pratique comme la massothérapie, par exemple. Un côté spirituel. Aussi, de façon très importante. Quand je parlais, par exemple, de rapport à l'abstrait, ça comporte la spiritualité. D'accord. Le rapport à l'abstrait, c'est-à-dire notre communication avec l'invisible, de toute façon, comporte la spiritualité. Et il ne s'agit pas de dresser comme ça un tableau de il faut, il ne faut pas, ou religion pas. C'est pas ça. Ça rentre dans une ouverture d'esprit également, dans une grande ouverture d'esprit. J'ai envie de dire, ça défonce la porte vers l'ouverture d'esprit, carrément. C'est-à-dire que si on arrive sur un cas où, on va dire que visiblement, parce qu'en général, le fait qu'il n'y en ait pas n'existe pas, mais qu'on n'ait pas conscientisé notre propre ouverture d'esprit et qu'on soit dans un état de conditionnement absolu, ça justement permet de défoncer les portes. Sabine, tu le disais, ça rentre également, il y a aussi un côté lâcher prise par rapport à tout ça. C'est-à-dire, c'est vraiment pour moi, quand on parle de profondeur, c'est vraiment se relâcher. C'est vraiment faire abstraction à tout autour de soi. Ben justement, c'est bien pour ça que l'art-thérapie a, on va dire, cette chance de pouvoir entrer en médiation avec l'aspect moteur des choses. Tu parlais de se relâcher, donc il s'agit de se relâcher dans le corps, et aussi cet aspect, on va dire, plus psychologique. On va relâcher la psyché, donc on va aussi relâcher les idées, on va aussi relâcher nos croyances, on va aussi relâcher nos processus psychologiques. Donc, il s'agit effectivement d'une libération, d'une relaxation, mais autant moteur que psychologique. Sabine, quand tu fais un tableau, alors non, ma première question c'est, tu as été dans la peinture directement ou comment tu as trouvé ce moyen, comment tu étais connecté à ce moyen? Alors, je peins depuis très longtemps, hein, je pense que depuis toute petite je peins. J'ai après pris des cours pour me perfectionner un petit peu. Avec Steph Destin. J'ai arrêté pendant un certain nombre de temps, pendant 17 ans. Et justement, je suis retournée dans ce processus d'art-thérapie, mais là, j'ai le nom, mais je ne savais pas que c'était ça. Où j'avais besoin d'exprimer des choses, j'avais des choses à dire. Et
Ça a commencé par griffonner du papier. Après, j'ai acheté une petite toile. J'ai mis de la couleur. Mais et tu t'es ainsi de senti suite. connecté, en fait. Tu as senti qu'il y avait Voilà. un lien avec toi et... Voilà. Et en fait, quand je peins, c'est vraiment mon univers. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du bruit autour, je ne vais pas l'entendre. Je suis vraiment... C'est ma toile et moi. C'est, comme je dis, un rendez-vous avec moi. C'est intérieur, c'est aller puiser dans tout ce qu'il y a qui est sous-jacent, si je puis dire, qui ne sort pas avec des mots. Il y a des choses à dire, il y a des blessures, parce qu'on a tous... donc je comprends un petit peu ce qu'elle dit. Chaque personne a une histoire. Donc à chaque histoire, sa thérapie pour moi. Moi, c'est la peinture. J'ai fait le choix de la peinture, mais j'aime aussi la musique, j'aime danser. Je vais regarder un tableau. J'ai par exemple 2 tableaux, il y en a un qui va me toucher plus que l'autre parce qu'il y a un qui sera plus parlant. Je vais peut-être reconnaître mon histoire à travers ou bien comprendre l'histoire de cette personne. Quand moi je peins, c'est pour ça que je n'explique pas en général mes toiles. C'est très difficile pour moi. Je laisse libre cours à ceux qui regardent mes œuvres de les comprendre. Chaque personne fait son Mais interprétation. justement, excuse-moi de t'interrompre. Justement, vous parliez d'émotions bloquées, etc. Si j'ai bien compris, donc toi, c'est la peinture, tu arrives à comment dire, oui. exprimer tes émotions, ou laisser tes émotions s'exprimer. Voilà. Mais est-ce que ça fonctionne avec des codes? C'est-à-dire, est-ce que l'émotion, la colère, par exemple, va se présenter sur un tableau de la même manière que sur un dessin? Ça dépend de chaque personne. Par exemple, si je ne suis pas bien, mes toiles seront sombres. D'accord. Elles seront sombres. Ça sera forcément sombre, quoi. Ça sera forcément sombre. Mais par contre, une fois que, au début, je parle de mon premier vernissage, c'était vraiment, je me suis vraiment livrée. C'était permettre aux autres de savoir ce que je ressentais. C'était vraiment une mise à nu. Aujourd'hui, je suis plus sans conscience, donc j'arrive plus à gérer mes émotions et à les comprendre, à leur donner une signification. Je suis beaucoup dans les ronds. J'aime tout ce qui est arrondi, j'aime la matière. Je peins rarement avec des pinceaux. Toujours avec mes doigts, c'est pour ça que j'ai pas les ongles. Je peins avec mes doigts parce qu'il me faut sentir la matière, il me faut être en connexion avec les matériaux, avec tout ce que... Donc c'est rarement que je touche au pinceau. Okay. Donc, et je suis toujours dans les arrondis, j'aime tout ce qui est bleu, les couleurs. Je pense que à chaque couleur, j'ai mis une émotion. Ça dépend, si c'est noir, c'est que vraiment, c'est que il y a des choses qui doivent se dégager. Comme tu expliquais également, c'est dans la profondeur. Et quand c'est profond, eh ben, comme il y a également de l'émotion, eh ben, ça va dépendre par rapport à quelle émotion qu'on aura sur l'instant présent. Alors, je crois que dans un premier temps, il faut faire très attention à ne pas vouloir codifier forcément ce qu'ils sont. Parce que nous sommes tous, on va dire, différents. On a des identités uniques, bien que sur un process biochimique, la colère, la tristesse, la joie, la paix, l'extase, on a ce terrain commun-là. Sur un point biochimique, les cocktails sont similaires chez tous les êtres humains de cette planète. En revanche, notre façon de le sortir, de l'exprimer, au travers d'art ou au travers, quel que soit le type d'expression, va être propre à chacun de nous. Parce que ça va correspondre à un maillage. Donc, une histoire, l'histoire c'est quoi? C'est une succession d'événements face auxquels on est entré, face auxquels on a développé des stratégies de réponse. Et évidemment, ça, c'est notre signature commune. Donc, bien que biochimiquement, nous sommes au même niveau, la façon de l'exprimer, donc de le sortir, exprimer, va être propre à chacun. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas codifier, forcément. C'est-à-dire que si je rebondis sur l'exemple de Sabine, c'est ça? De Sabine, le fait qu'elle ait la facilité d'exprimer en sombre, en noir, lorsque, comme elle le dit, elle ne va pas bien, ne veut pas dire forcément, même si c'est une croyance courante, que le noir est égal à quelque chose de sombre. Voilà. Événement ne veut pas forcément dire blessure. Absolument pas. Absolument pas. Un événement reste un événement. Et quand je dis sombre, c'est pas noir, hein, c'est pas forcément noir mon tableau, c'est que il y a, en fait, il y a une âme pour moi dans un tableau. Il y a on une parle âme. De spiritualité. Voilà, donc le tableau, je peux faire une toile et je peux trouver qu'il manque encore quelque chose, qu'il lui manque son âme. Il me faut lui donner sa marque à elle. Donc l'œuvre en elle-même va représenter quelque chose qui inconsciemment est à l'intérieur de moi. C'est comme un compositeur, quoi. Je peux rester, par exemple, 10 minutes à tourner comme ça sur une toile, à donner de la rondeur, et pourtant, j'ai la couleur, j'ai tout, mais tout n'est pas sorti. Donc, je peux rester 10 minutes à faire des ronds avec ma main.
Et tant que j'ai pas le résultat, tant que j'ai pas senti l'émotion sortir du bout de mes doigts, je vais continuer à faire des ronds et je vais rajouter de la matière. Ça, c'est un côté perfectionniste des choses. Non, c'est pas perfectionniste. C'est un ressenti. C'est quelque C'est un chose. ressenti. C'est spirituel en fait. C'est ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort des codes. Comme elle Ça se expliquait. vit en fait. Je vais même ajouter quelque chose. J'ai un souvenir du collège où on m'a appris le dessin, mais selon des bases. Donc on va peut-être appeler des bases, des codes. Ouais. Et quand le prof m'expliquait, tu sentais qu'il vivait son truc, tu vois. Mais nous, on disait, mais c'est fou, tu vois. Mais c'est fou. Mais en fait, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je réalise que, bon, je vais pas m'en vouloir parce que j'ai pas compris tout de suite son amour pour le truc. J'ai compris que c'était sa passion, tu vois. Mais ça m'a pas forcément touché parce que c'était pas forcément cet outil-là Sa pratique ne t'intéressait pas. Ça m'était pas forcément destiné. Il m'a quand même apporté des bases. Il m'a transmis quelque chose. Parce que c'est de la transmission, là. T'as pu faire un bonhomme avec un rond. C'est la transmission. Oui, tu sais, voilà. Non, mais moi, je dessine un arbre, tu dis que je dessine un cochon. Tu vois, mais n'empêche que je me dis quand même que si aller dans le milieu scolaire, on avait donné beaucoup plus d'importance, enfin là, moi ce que j'appellerais la vraie importance à la peinture, au dessin, à la musique, aux instruments. Franchement, le cours de musique serait beaucoup plus passionnant. Et j'en veux à ma société justement ne fonctionner qu'avec des codes. Parce qu'au final, quand on veut nous faire apprendre la flûte, il faut que je comprenne l'émotion de la flûte. Mais si tu me dis juste qu'il faut souffler, qu'il faut que je fasse ça, je le fais pour toi. Mais c'est du mimétisme, c'est pas de l'émotion. Est-ce que c'est la faute à l'éducation nationale alors? Enfin, bon, le débat peut être lancé. Non, mais le débat peut être lancé parce que peut-être que dans l'éducation nationale. Non, par rapport à Non, mais le débat peut être lancé, mais ça va pas être le débat de ce soir. Mais ce que je veux dire, moi, que lancer dans les lunettes, pas mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, c'est peut-être. Quand je veux dire c'est la faute, ces gens-là ne sont peut-être pas habitués à analyser un instrument de musique, de la peinture, etc. Donc, ils créent un programme qui se rapproche plus de leurs propres émotions que de ce qu'ils ne connaissent pas, en fait. C'est un rendez-vous avec soi-même. Si tu t'es jamais cassé la tête sur vraiment ce que tu es, tu te fies à ce qu'on t'a dit que tu aimais. On parle du côté également spirituel des choses. Donc, si on ne se connecte pas, comme tu disais. Si tu ne te sens pas concerné, tu n'es pas concerné. C'est clair. Donc, je pense que j'ai déjà participé à certains vernissages. Et ce qui était impressionnant, tu as dit quelque chose de très important, c'est que tu n'expliques pas tes toiles. Et c'est là que ça devient vraiment spirituel. Parce que tu vas mettre deux personnes côte à côte pour le même dessin, ça va partir à droite comme ça va partir à gauche. Mais j'ai eu la chance de voir le vernissage de Sabine, c'était au Diamant. Et effectivement, moi je voyais un rond, je comprends certaines choses. Elle me dit, et par rapport aux explications qu'elle pouvait me donner, elle me disait non, c'est toi qui ressens. C'est toi qui as la perception c'est toi par rapport à la perception que tu vas donner au regard de la toile, c'est toi qui vas ressentir les choses. Je peux orienter, mais sans vraiment trop dire. Je peux peut-être dire, cette couleur-là, si j'ai choisi le bleu, ce que ça représente dans ma toile à ce moment-là. Donc, comme on disait, mais la signification profonde, ça, je la garde. Voilà, c'est le côté. Sinon, ça va devenir un code. Voilà, et j'aime bien quand les gens me disent, moi, je vois ci, je vois ça. Après, j'ai une amie à moi qui est kinésiologue, mais qui fait toujours une lecture parfaite de mes toiles, parce que j'aime bien partager avec elle. Et elle arrive vraiment à faire une lecture, mais presque similaire à mes émotions. Et après, ça me conforte dans le fait que j'ai quand même réussi un certain travail. Parce que mais là, ça va rentrer dans du défaut professionnel par rapport au kinésiologue. Non, c'est pas du défaut professionnel, c'est... En fait, on a des fois je ne sais pas si vous serez d'accord, on a des fois des portes qui sont fermées à l'intérieur. Et quand on essaie d'être en conscience, on essaie de débloquer. Elle le disait même. Voilà, et en fait, et le fait d'avoir quelqu'un qui vous dise oui, mais tu as réussi quand même à débloquer quelque chose, c'est une guérison quand même. C'est un pas, c'est une ouverture, c'est un pas vers plus la conscience, parce que on est actuellement dans un monde où les gens sont particulièrement blessés. On traîne des valises depuis notre enfance, même depuis le sein, depuis le ventre de nos parents. On hérite des valises de nos parents quand les parents n'ont pas fait le travail qu'il faut. Donc, ça va. Donc, on est dans une transmission, comment dirais-je, dans une transmission émotionnelle. Nos parents nous transmettent, nous-mêmes, on grandit avec nos propres blessures, celles de nos parents. Et à un moment donné,
quand on essaie d'être en conscience, on essaie de se dissocier de ça, de devenir quelqu'un d'individuel. Quelqu'un qui comprend que mon père a son histoire, ma mère a son histoire, mais j'ai mon histoire. Et les souffrances, moi, c'est comme ça que moi je perçois les choses. Et à chacun ses souffrances, donc je règle les miennes. S'approprier Donc, sa personne. Il faut dissocier. Donc, à ce moment-là, c'est là que je parle qu'on est en conscience. En conscience, ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas parfaits. Ça veut simplement dire qu'on est. J'ai des défauts, j'ai des qualités, j'ai des blocages, j'ai des choses à régler. Et les réglages se font au fur et à mesure. Mais à chaque fois, on aura des événements qui vont intervenir, parce qu'on n'est pas seul sur Terre, qui vont faire qu'à nouveau, ah tiens, genre comme petit réglage à faire encore. Et à travers la peinture, moi, je fais ces réglages-là. Mais j'ai l'impression de... Tu as dit tout ça tout à l'heure, là. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, je... Connecté. Et en fait, c'est Non, ça, non, et non, ça je me constate. conforte parce que, en fait, elle a mis un côté professionnel sur ce que moi je fais. D'accord. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle a mis vraiment l'aspect technique, l'aspect, de L'aspect l'art thérapeute. Et ça porte son nom, en fait. Tout à fait. Donc, en fait, je fais de l'art thérapie sans le savoir. Alors, oui, dans une, on va dire, je ne vais pas dire dans une pleine mesure, mais pour, par exemple, faire un lien sur l'art plastique, puisque c'est plus du domaine des arts plastiques, on a un psychanalyste comme Carl Jung, ça va parler à toutes les personnes qui sont dans le domaine, qui justement, par sa pratique, a validé aussi l'art-thérapie. L'art-thérapie, J'en ai entendu parler. on en trouve des traces au XVIIe, XVIIIe siècle avec le marquis de Sade, mais sinon, en termes de paternité, on a un peintre anglais qu'on appelle Abraham Hill, un peintre anglais, c'est pour ça que je fais le rapport, qui a prouvé par son expérience personnelle la capacité, la puissance de guérison de l'art dans un processus thérapeutique. Et il s'agissait d'une maladie comme la tuberculose. On est dans les années 40 à peu près, je Même crois. pour le cancer, on en parle aussi. Absolument. Le cancer absolument, et tout. Absolument. Et du coup, quand Carl Jung se saisit d'outils comme ce qu'ils appellent les dessins centres, les mandalas, Voilà, la les chromothérapie, mandalas. on est encore dans de la pratique artistique et qui valide, mais à 100% effectivement, des témoignages comme le tien. Donc, on est véritablement dans de l'art et dans la partie technique et dans la partie, on va dire, un petit peu plus abstraite, mais dans un processus de guérison. Et les fameuses portes, justement, qui s'ouvrent, c'est autant d'indicateurs d'enclenchement du processus de guérison, d'où thérapie, dans la thérapie. Comment si pour un enfant, par exemple, est-ce que si voilà, je suis un parent, je t'emmène mon fils, etc., j'aimerais, je t'explique, en gros, qu'il s'exprime peu, que je ne comprends pas et je n'arrive pas justement à le faire s'exprimer. Est-ce que on rentre d'entrer dans une optique où il y a des instruments prédéfinis pour essayer de voir si ça le déclenche tout de suite, ou c'est à travers lui que tu arrives à découvrir quel instrument qui irait avec lui? Option 2, mon général. D'accord. Alors, pour qu'on On dit que les enfants sont formateurs des adultes, mais voilà, la vérité. Donc, qu'on comprenne bien, c'est avant de rencontrer une personne, on va rencontrer une histoire. L'art-thérapie va à la rencontre d'histoires personnifiées, incarnées, mais d'abord d'histoire. Encore, comme je le dis tout à l'heure, l'histoire, c'est une suite d'événements avec lesquels on est rentré en médiation. Donc, face auxquels on a développé des stratégies émotionnelles, comportementales, et cette suite d'événements va faire ce qu'on appelle notre caractère. Il y a un processus qui est le sentiment, l'humeur, jusqu'au caractère. Va faire notre caractère. Mais ce caractère est ce qu'on appelle un mapping, en fait. Un mapping qui va, pour illustrer de façon simple, où on aura des feux rouges et des feux verts. Et ces feux rouges vont conditionner nos comportements. Alors, on aura des comportements qui seront très, on va dire, paisibles et d'autres dits irrationnels. Alors, évidemment, le comportement paisible du comportement irrationnel, les deux seront distingués par toujours quelqu'un de tiers. Parce que, étant effectivement impliqué dans une situation ou dans une suite d'événements, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour voir les fameux feux verts et les fameux feux rouges. Donc, si on revient au cas de l'enfant, un enfant qui a du mal à s'exprimer, ou son parent trouve qu'il a du mal à s'exprimer, parce que ça n'est pas nécessairement le cas. Sa non-expression peut être un mode d'expression à lui, justement. Et il s'agira de pacifier non seulement le rapport entre le parent qui est dans l'inquiétude, et c'est totalement naturel, et l'enfant, lui, qui essaie de défendre son identité propre.
il s'agira de pacifier cette relation-là et d'aller chercher dans l'histoire de l'enfant même, dans ce qu'on pourra lire en tant qu'art-thérapeute, nous, puisque en art-thérapie, encore une fois, on n'est pas là pour... je ne veux pas anticiper d'autres questions, mais en tant qu'art-thérapeute, on entend, mais on n'entend pas ce qui vient de la bouche. J'ai parlé tout à l'heure d'approche holistique. Il s'agit d'entendre sur plusieurs niveaux. Ça veut lire entre les lignes, quoi. Entre les lignes, et pas que. Il y a véritablement une perception sur plusieurs stades, plusieurs strates, on va dire ça comme ça. Et de ce qu'on va entendre, on va justement donner, verbaliser ce fameux mapping avec les feux verts et les feux rouges, pacifier la relation entre le parent et l'enfant et certainement proposer, et j'insiste sur le proposer, proposer à l'enfant justement un panel plus large. Il s'agira d'élargir ses possibilités d'expression afin qu'il rentre beaucoup mieux en relation avec son événement, son environnement extérieur comme son environnement intérieur. Pour moi, c'est comme un ensemble ce que tu es en train de dire, parce que, à savoir, quand tu as donné l'exemple de l'enfant, Olivier, ça va peut-être, quand il va peut-être entrer, la manière il va peut-être s'asseoir, le comportement du parent qui va parler de l'enfant. Donc, c'est tout un ensemble. Ce ne sera pas juste le discours de l'enfant. Absolument. Ce sera vraiment l'aspect général des choses pour pouvoir, pour que tu aies ton avis par rapport à tout ça. Absolument, absolument. Moi, ça veut dire que, en fait, quand on vient en art-thérapie, si je t'emmène ton enfant, je fais partie du programme. Absolument. Ça ne peut être que ça. Ça peut pas être, je peux pas me permettre de dire le problème, c'est mon enfant. Absolument pas. Pour une raison plus, bien il est issu de simple. moi, en plus. C'est ce que j'allais dire. Okay. Pour une raison qui est bien simple. L'enfant, c'est une identité propre à lui, mais qui est quoi? La synthèse entre deux patrimoines qui sont son géniteur, pour le coup, et sa génitrice. Et j'ai envie de dire, si ces géniteurs et génitrices sont différents de ses pères et mères, c'est encore un panel synthétique de différents héritages, de différents patrimoines. Donc même s'il en fait quelque chose de propre, une identité unique, ces composantes-là viennent de source. Voilà, ça vient de source. Donc forcément, on ne peut pas loger une problématique chez un enfant en ignorant que cette problématique-là trouve ses sources dans la parentalité, dans la filiation de toute façon. Alors, pas que, parce qu'il y a la filiation et puis il y a l'environnement. L'environnement est de la filiation, l'environnement de l'enfant également. On ne peut pas Donc, dissocier. il y a véritablement une approche globale, une lecture globale qui comporte tout simplement plusieurs éléments qu'on ferait mieux de ne pas ignorer. Chaque personne aura sa perception. Absolument. Chaque personne, c'est-à-dire que, comme je disais, chaque personne aura sa perception, puisque le parent pourra peut-être voir, je donne un exemple de couleur, va peut-être voir vert, il est persuadé que c'est vert, et l'enfant peut-être va voir bleu. Absolument. Parce qu'il a son ressenti, c'est pas parce qu'il a eu une éducation, mais il a son ressenti, il a son histoire, il a peut-être eu un événement dans sa vie. On parlait tout à l'heure, là tu parlais d'événements. Événement, c'est pas forcément blessure, comme tu disais aussi. Donc, ça rentre dans les histoires de la vie de tout à chacun. Exact. Et c'est puissant ce que vous dites là ce soir. Ah, c'est profond, hein? C'est très puissant. non, mais ça m'ouvre les yeux sur tellement de choses. Vous voyez, je prends l'exemple depuis qu'on fait pas papa géniteur, on entend souvent parler de, selon beaucoup de personnes, les hommes ne parlent pas. Moi, j'en suis arrivé à me demander est-ce qu'ils ne parlent pas ou on ne comprend pas forcément leur langage. Voilà. Il y a eu différents commentaires, etc. Quand je lis les commentaires, je me dis, on aurait dit que certaines personnes veulent absolument entendre des mots précis. C'est ça. Tant qu'ils n'entendent pas ces mots précis, ils estiment que tu ne parles pas. Absolument. Et en fait, on te fait croire que c'est toi le problème. Donc, c'est tout un cheminement psychologique qui te fait croire que c'est toi le problème, mais la personne ne dit pas qu'elle ne comprend pas ton langage. Elle préfère dire que tu ne parles pas. Tu disais tout à l'heure que... des fois, les parents pensent que c'est l'enfant là, qui a un problème. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'enfant. Mais c'est peut-être eux le problème, en fait. Si, comme tu disais, on est issu de conditionnement, de cheminement, etc. Et très rarement, le rendez-vous avec soi, il vient tardivement. Le rendez-vous avec soi, c'est vraiment, je vais dire, un degré de maturité. C'est pas un truc qui vient dès que tu as 5 ans, tu sais que tu as 5 ans et puis tu te gères, tu vois, tu comprends ce que je veux te dire? Donc en fait, en gros, ça montre que dans le cheminement, on subit, j'insiste sur le terme, on subit tout notre environnement. Tout ce qu'on nous inculque, tout ce qui arrive à droite, à gauche, tout,
Notre cerveau en fait un petit migrant. Mais des fois, c'est un migrant sans sel, sans ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas ce qu'on ressent quand on reçoit. C'est pour ça que des fois, elle a dit que ça force la porte. Voilà. Parce que ça fait tomber tellement de barrières, de croyances, de beaucoup de choses, en fait. D'arriver, même pour un enfant. Pour moi, il y a des enfants, effectivement, qui ne parlent pas. On veut toujours obliger l'enfant à parler. Mais ça serait bien de lui demander, mais exprime-toi comme toi, tu as envie de le faire pour que moi, je puisse comprendre. Écoutez le langage de l'enfant. L'enfant, des fois, il y en a qui écrivent, qui n'ont pas forcément envie de parler. Ils écrivent, ils vont... Le silence aussi, c'est une réponse. Absolument. C'est-à-dire que sur la deuxième raison majeure d'une démarche pour un enfant, on peut aussi partir d'un consensus qui est que la physionomie de l'enfant, c'est la psychologie du parent. On est d'accord. Dans un enfant, on va lire le parent, forcément. Il n'y a pas moyen autrement. Donc la physionomie de l'enfant, c'est la psychologie d'un parent. Et c'est, si on veut, la deuxième raison principale pour laquelle il est, selon moi, inconcevable qu'un parent puisse dire, voilà, le problème c'est ça, je vous l'emmène, réglez-le. Il est forcément concerné. La physionomie de l'enfant. Moi, j'ai dit, je prends stylo, papier, je pas fait mission et puis je pas noté. La physionomie d'un enfant, c'est la psychologie du parent. Et je dis bien du parent. Donc, dans parent, il faut entendre autant le géniteur que le parent. Absolument. Mais il y a des schémas, effectivement, qui se reproduisent dans les familles. Quand on regarde, c'est sociétal, en fait. Des fois, mais tout bêtement, c'était souvent les parents médecins, l'enfant devenait médecin, ou il y en avait très rarement qui... C'était plutôt les rêveurs, en fait, qui bravaient un petit peu l'interdit en disant, moi, je vais aller faire de la musique, je vais aller peindre. Et on les appelait rebelles. Voilà, c'était des rebelles. C'est là la dérive. Excuse-moi de t'interrompre. Non, il n'y a pas de souci. C'est là qu'il y a dérive. Parce qu'en fait, on a des adultes face à des enfants qui vont dire que l'enfant a un problème. Eux ne vont pas chercher à savoir si eux, ils ont un problème. Ils vont dire que l'enfant a un problème. Et nous, on voit ça comme un problème. C'est-à-dire qu'on va dire, ah, cet enfant-là, il est anormal. Mais en fait... C'est quoi ce terme anormal? C'est parce qu'il ne fonctionne pas comme toi tu veux qu'il fonctionne. Il est sorti du cadre. Donc on est quand même mesquin envers nous-mêmes parce qu'on est méchant en fait en disant il est anormal. Je vais faire un peu le parallèle avec les enfants autistes. Ils ne fonctionnent pas comme tout le monde. Non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont anormaux. Absolument. Et je me dis que l'art-thérapie, pour la peinture, tout ça c'est lié parce qu'ils voient le monde autrement. En fait. C'est tout. Nous on se permet juste de les juger en termes de mentalité. On a fait beaucoup de progrès parce qu'avant... Parce qu'on parle, parce qu'il n'y a pas Il y a beaucoup, voilà, on parle, on communique, il y a beaucoup plus de communication. Avant c'était les parents qui décidaient, c'est ci, c'est ça. Tout était vraiment très cadré. On n'avait pratiquement pas son mot à dire. Exact. Donc les parents décidaient un petit peu de l'avenir de leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants prennent la parole. Ils disent, ils ont leur espace de parole. Aujourd'hui, ils sont entendus, ils sont écoutés. Donc, pour moi, aujourd'hui, on a cette avancée. Moi, je dis quand même bravo, puisque on peut... Avant, les parents ne communiquaient pas trop avec les enfants. Maintenant, on peut voir un adulte, un parent avec son enfant, dans des grandes discussions, dans des grands moments d'échange, avec une complicité où l'enfant est pleinement épanoui, où l'enfant peut mettre des mots sur ce qu'il ressent et ne pas avoir, comment dire, il n'y a pas de tabou comme avant. Mais... Tu sais, tout à l'heure, là, on parlait d'individus. J'ai l'impression aussi qu'on est dans une société... On était dans une société... Bon, est-ce qu'on est toujours dans la société, mais toujours entrer dans le côté collectif des choses. Pas forcément entrer dans... Quand je dis parler d'individualité, à savoir que tout à l'heure, là, on disait que le côté artistique, se connaître soi-même, se connaître de manière intrinsèque, il n'y avait pas ce travail-là qui se faisait autant dans l'éducation nationale. Et aussi... C'était pour revenir à ce qu'on parlait, quand tu avais donné l'allusion par rapport à l'éducation nationale. Mm-hmm. Et puis, il y avait aussi quelque chose que tu disais. C'était par rapport à... On appelle ça encore. Qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? Concernant quoi? Les parents Voilà ce que je voulais rebondir. Tu sais, avant, quand un enfant il était couché au fond de la salle, on disait qu'il était fatigué, il était fainéant, voilà, il n'apprenait pas à l'école. Mais là, on a vu aussi que peut-être qu'il a un 10. Donc des choses que des problèmes n'étaient pas forcément notés et là au fil du temps identifiés. Et là au fil du temps ça nous permet de connaître des choses. Avant on voyait quand il n'était pas forcément net, il faut y aller voir un psychiatre.
l'on peut voir également qu'il y a le côté, on peut voir un art-thérapeute pour pouvoir... Il y a même l'amalgame entre psychologue et psychiatre qui a bien duré très Ouais, longtemps. oui, On est ça c'est d'accord. vrai. Voilà, oui, Et effectivement. ça n'a rien à voir. Mais pour moi, en fait, l'art a toujours eu sa place. Même, en fait, c'est qu'on n'avait pas compris l'importance que ça avait dans la vie. Mais pour moi, on a toujours fait, il y a toujours eu l'art plastique, toujours eu la musique. Il y a des artistes qui se sont révélés en cours de musique, ou bien quand les parents nous envoyaient dans les clubs de vacances, le mercredi, les activités. C'est juste qu'aujourd'hui, par rapport à différents scientifiques, différentes personnalités, ils ont compris l'importance que ça a dans la vie de certaines personnes en termes de... C'est-à-dire que la communication et la diffusion permettent ça aujourd'hui. Mais ça a toujours existé. Je pense qu'il y avait de la peur aussi, parce que quand on parle de l'art, on parle souvent des fois de la drogue. Des gens fous. Des gens fous. On est vu comme les artistes. On va voir, par exemple, tout ce qui est Lenny Kravitz et tout. On va Oui, mais voir voilà, mais souvent on fonctionne des à gens travers dans des leur codes. monde. Oui, mais on fonction travaille- de leur code. On fonctionne avec des personnes qui nous ont montré des gens comme exemple et comme on a vu que ces gens-là, on estime que c'est ça. C'était codifié. Ça m'avait- Voilà. Tu vois, c'est le côté malsain parce que moi je vais dire comment je peux dire ça voilà, moi je vois l'art comme comment je peux vous dire ça? Moi je vois ça comme de la puissance. On va me demander pourquoi, tu vois? Alors on m'a montré Lenny Kravitz ou un autre qui se droguait. Mais quand il jouait de la guitare, je voyais pas Lenny Kravitz. Moi je voyais ses doigts sur la guitare, le son, Ta perception à les toi. vibrations que il me touchait sans me connaître Lenny Kravitz, tu vois? C'est bon. Attends, excuse-moi. Non, Juste pas de pour souci. dire que, en gros, je pense que je reviens sur le terme degré de maturité. Parce qu'à partir du moment où plus tu prends du grade dans ta maturité, plus tes sens sont en éveil, voilà. Et le fait de comprendre, comme elle expliquait, que ça existe depuis longtemps et que c'est très important, que ça a sa valeur, ça peut porter préjudice à certaines personnes, hein? Parce que quand tu veux manipuler des gens et que finalement, si je fais tout le monde écouter, et je reviens à l'éducation nationale, si je fais écouter de la musique, si je travaille plus, si je ne me contente pas que de la flûte, si je me contente plus de juste retranscrire ce qu'on me demande de faire, je sors du cadre, je sors d'un cadre. C'est ça. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que je vais éveiller des gens. Et quand je vais éveiller ces gens-là, finalement, ces gens-là vont être éveillés. Enfin, en tout cas, on va dire qu'ils se sont éveillés, ou ils vont dire eux-mêmes qu'ils se sentent éveillés. Et là, la normale, c'est qui va passer comme pour anormal? Celui qui empêchait. Tout à fait. Je suis content. Non, tu sais ce que tu es en train de dire, ça peut dépendre également de mais l'éducation c'est haut, c'est haut. nationale. Mais il y a Là, on également rentre en des- profondeur dans ce sujet. Là, on va aller se faire... Ah, mais on parle d'art, hein? On parle d'art. Non, mais Non, tu oui, sais, c'est ça. tu sais, parce que j'ai une anecdote par rapport à ça. J'étais au lycée, mais là, ça rentrait plus dans le côté philosophique. Et il y avait un parent qui était, il y avait, oui, vraiment, aussi, en tout cas. il y avait aussi un parent qui était avec un conseiller, avec son enfant, et son enfant disait qu'il souhaitait faire de la philosophie. Et le parent disait non, tu vas entrer en S. Non, voilà. Et le conseiller disait ouais, mais il a des très bonnes notes en français, la philosophie, ça l'intéresse. Et le père, c'était quadrillé. Non, lui, c'était les mathématiques, parce que lui, il veut que son enfant fasse les maths, etc. Le côté plus avoir un métier, mais le côté rêveur, le côté peut-être être philosophe, écrivain, etc. Ça ne l'intéressait pas. Mais c'est vivre à travers l'enfant. Voilà. Ce que tu n'as peut-être pas accompli dans Donc- tu le veux le vivre à travers Exactement. Donc Voilà. quand tu parles de, Mais justement. C'est ça qu'elle parle quand de tu parles de, Chibali. quand on parlait de, parce que c'est un petit peu, ça peut être le reflet de ses enfants. En fait, ton enfant, c'est Les enfants sont plutôt les Plus le contraire. Le contraire. Le contraire. Après, il s'agit toujours d'une... Alors, dès lors qu'on prend en compte une communication dans sa réciprocité, parce que tout, si on va pas trop aller loin, mais tout concept, toute notion, ainsi que toute chose métaphysiquement incarnée, a une polarité. Donc, je ne peux pas considérer la communication d'un point A vers un point B. C'est toujours AB, BA. Quand je dis la physionomie de l'enfant, la physionomie de l'enfant, c'est la psychologie du parent. On est bien d'accord que l'enfant porte un patrimoine en lui qui est en lien étroit avec son parent, mais le parent, lui aussi, a un impact sur l'enfant dont il est responsable. Le parent aussi participe à l'édification, Oui, c'est pour alors ça que je dis blessante, torturante, on peut qualifier ça comme on veut, mais le parent aussi apporte une chose qui est l'édification de son gamin.
en lui transmettant ses peurs. Je parlais d'héritage tout à l'heure. Donc, l'enfant tire du parent, le parent donne à l'enfant, mais le parent a aussi l'opportunité de tirer de son propre gamin. C'est-à-dire qu'on va dire de façon assez succincte, ce que le parent, très souvent ça se passe, ce que le parent n'a pas réglé, il le passe au gamin. Pour peu que le gamin l'ait réglé, le gamin le règle aussi pour le parent. Donc, on est toujours dans du A, B, B, A. Donc, il faut bien comprendre qu'en termes de communication, quand on cible une problématique chez quelqu'un, même si on a un apport holistique, on va toujours engager sa filialité. Et que ça soit un enfant ou un adulte. Mais les adultes sont pas réticents. C'est une question. Hein. Un parent qui vient, qui dit que oui, mon enfant a un problème, quand tu lui expliques qu'il va faire partie du cheminement, est-ce qu'ils sont forcément en accord avec ça ou... Ça choque. Ça choque. Dans un premier temps, ça va toujours choquer. Ça va toujours choquer parce que, effectivement, lorsqu'on file comme ça, dans un cas comme celui-là où un parent amène son enfant, on est bien d'accord que consciemment, le parent se sent concerné à une certaine mesure. Dès lors qu'on expose aux parents que on est concerné bien plus, parce que voilà comment ça se trame, voilà le maillage, voilà effectivement l'état de la relation, ça choque forcément. Mais j'ai envie de dire, ça n'est pas la responsabilité de l'art-thérapeute de faire que ça matche. Ça va toujours être source d'indication. Je veux dire, la hauteur du choc va me montrer à quel état d'enseignabilité et l'enfant et le parent se trouvent. Il n'empêche que cette liberté-là est très préservée dans un rapport thérapeutique. L'enfant, tout comme le parent, peut accepter ou pas la visite thérapeutique. Et ça n'est pas un problème parce que ça reste toujours des sources d'informations précieuses. Et on va aller, donc, un thérapeute comme n'importe quel thérapeute ne peut pas faire à la place d'eux, mais on va très certainement faire avec. Donc, on arrivera, les résultats face auxquels on se trouvera seront le fruit exclusif de l'engagement, de l'implication des accompagnés. On ne pourra pas aller au-delà de ce que... C'est travail d'accompagnement. De ce que la personne qui est concernée peut supporter, entre guillemets. Mais pour reprendre ma réponse à ta question, dans un premier temps, ça va choquer. Dans un premier temps, d'une façon ou d'une autre, ça va choquer. Après, derrière, c'est acceptation-refus. C'est ça. Mais on n'a pas, en tout cas, je ne connais pas de cas où l'adhésion est immédiate. Parce que on vient avec des attentes, on vient avec une demande. Et puis on a ciblé, on pense avoir ciblé le problème. Et voilà. Parce que c'est violent. Hein, parce que, et puis il y a la réalité des faits. La réalité des faits, exactement. Ils vont croire que c'est l'enfant le problème et pendant ce temps... Après, moi, je dis que on a eu l'occasion d'en parler, de l'acceptation. On est des fois conscient de certaines choses, mais il y a un temps pour accepter, il y a le temps d'acceptation. Donc, on n'a pas forcément toujours à l'esprit l'importance de la problématique. On a toujours l'impression que ça va être simple, finalement. Mais c'est un peu le même rapport avec toi et ton tableau. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le cheminement, je sais pas, tu fais peut-être un tableau, il y a peut-être des fois tu peux faire un tableau en 1 heure, et puis il y en a que tu vas faire en 3 mois. Il y en a que je vais laisser tomber aussi. Parce que la connexion, enfin la réflexion qui a entre ton tableau et toi demande un cheminement particulier, en fait. Il y en a que je laisse, franchement, et je reviens peut-être 1 an après. Donc, si elle a la possibilité de montrer également quelques tableaux, la régie, ça va voir également les réalisations. Je vais même vous dire un truc, l'art-thérapie, je crois que la première fois que j'ai entendu ce mot, c'est parce que j'ai vu un tableau, et puis, non, c'est à la télé que j'avais vu le tableau, et c'était un point. Il y avait un écran blanc, et puis il y avait un point. Puis il dit, 1 milliard, enfin 1 million, j'exagère, 1 million. J'ai dit quoi, 1 million? Je regarde le tableau, je dis, bon, soit je vois pas bien, soit je vois un point. Au début, je pars avec mon esprit moqueur. Je dis, mais il se fiche de moi ou quoi? Et puis, il y a quelqu'un qui vient, il y a une petite fille qui dit, ça me fait penser au début. Alors, elle me dit, au début, je regarde le point. Je dis, hein? Et puis, il y a quelqu'un qui vient et puis qui dit, moi, ça me fait penser à l'infini. Là, j'ai dit, OK, d'accord. OK. Je ne vais pas dire que tout est explicable, mais c'est une question de perception, c'est une question de personne, c'est une question d'endidant, si je peux dire ça comme ça. Et c'était chaud parce que quand ils ont entendu début et quand j'ai entendu infini, j'ai cogité dans leur sens en fait. J'ai dit, ah ouais, effectivement, oui, ça peut être le début, le point de départ, etc. Et l'autre, c'est sans fin, quoi. Et c'était juste un point. Et c'est là que je me suis dit, je me rappelle, je suis retourné, je crois que j'étais au lycée, si je ne me trompe pas, je ne sais même plus. Et je suis rentré chez moi
Et j'ai dit, ah ouais, je vais faire du dessin. Je vais embrouiller tout le monde, tu vois. Je vais dire, ah ouais, je vais embrouiller tout le monde. C'est plus pour le million. Mais toi, mais c'est là que oui, ouais, j'avoue, j'ai vu les zéros, j'avoue. Mais c'est comme écrire un texte, moi en tant que rappeur, ou même en tant qu'artiste, écrivain, je vais dire ça comme ça, auteur, voilà exactement. J'ai toujours il y a quelque chose en moi qui me dit, t'as envie de dire quelque chose, vas-y, dis-le à ta sauce. Vas-y, fais ton montage, vas-y, exprime-toi, fais des rimes. Quand tu fais des rimes, c'est pour ça que moi je parle de niveau, et c'est un moment où je parle de respect aussi, j'en parle au début, et c'est pour ça que je suis en clash avec plein de personnes qui me disent qu'ils ne veulent pas accepter qu'il y ait une histoire de niveau. Quand tu respectes la langue, quelle qu'elle soit, tu respectes les mots, tu respectes le poids des mots, d'accord? Et quand tu respectes le poids des mots, tu te retrouves à faire des phrases qui ne sont pas forcément simples, ou qui peuvent être très simples, mais qui ont un poids énorme. Et ce qu'on appelle punchline. C'est une phrase qui est percutante. Pourtant, tu as utilisé peut-être ABBA, etc. C'est réglé, tu vois. Mais la puissance des mots et la manière, la connexion que tu as avec ce que tu veux transmettre, ben c'est de l'art, en fait. Donc, aujourd'hui, je suis contre certains sons où on me parle de oui, je suis un artiste, je suis ceci, là, et tu as juste associé deux fesses avec une basse, moi. Non mais c'est la petite parenthèse. Oui, non mais je glisse ça, mais il y a des gens qui vont me dire que c'est de l'art. Bon, peut-être par leur perception, je dois peut-être aussi respecter ça. C'est pas parce que je suis pas d'accord que ce n'est pas ça, mais j'aurais du mal à. Pour moi, c'est beaucoup plus profond que ça. On parle d'art. Donc c'est pas pour rien. C'est pas un mot anodin. C'est juste une autre parenthèse. Donc dans l'art, il n'y a pas de jugement. Il devrait pas y en avoir. Moi, mais il y en a. Non, je respecte le travail de chaque personne. Mais tu peux ne pas aimer. Je peux ne pas aimer. Il y en a qui me touchent, il y en a qui me touchent moins. Quelque chose qui me touche, ce sont les arbres. Ah, moi, je suis vraiment, dès que je vois un arbre. La forêt. Voilà, la forêt, les arbres, la mer, l'eau. Il y a d'autres tableaux, ils vont plus susciter ma curiosité, mais ils ne vont pas spécialement me toucher. C'est pour ça que là, c'est un langage. On voit un tableau, on voit la mer, oui, ça c'est la mangrove. Et effectivement, il y a une signification. Je peux décrire, mais dire pourquoi j'ai fait, ça c'est autre chose. Et donc, moi, c'est vrai que dans cette technique-là, j'ai utilisé du pointillisme. Et c'était vraiment, je crois que je passais mes nerfs sur les petits points, en fait. Il y avait des choses à sortir. J'étais vraiment... c'est tout l'environnement, c'est la nature, ça me parlait. Donc, ça a été créé dans ce sens. Il y en a... Des fois, je peux peindre, je peux faire de la reproduction, mais ça ne livre rien. C'est un tableau que je vais faire comme ça parce que, bon, je sais dessiner. Mais les tableaux, le plus souvent, qui sont plus parlants, ce sont les tableaux abstraits chez moi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux enfants? Est-ce qu'il y a, en fait, moi, je pose la question à tout le monde. Ça dépend de l'enfant. Est-ce qu'il y a des instruments, par exemple, ou des outils plus efficaces que d'autres? Pour moi, non. Par exemple, je prends un exemple. Après, je vais laisser la professionnelle parler. Après, pour moi, vous allez mettre une guitare, un tambour, une flûte. Selon l'enfant, vous avez 4-5 enfants, je pense que l'enfant va aller vers l'instrument qui va plus lui parler. Si celui-là, il aime le bruit, parce que il va peut-être prendre le tambour. Si l'autre, il aime la mélodie. Pour moi, c'est pour ça qu'on parle d'histoire. Chaque personne a sa personnalité. Chaque personne a son empreinte. On est imprégné de quelque chose intérieurement. Il y a l'âme. Pour moi, tout part de l'âme. L'âme, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, qui est là, qui est des fois sous-jacent, qui est des fois qui ne l'est pas. On est soit introverti, extraverti. La connexion n'est pas forcément visible. Voilà, il y a des choses, par exemple, vous pouvez être dans une salle où vous avez 10 000 personnes, mais vous avez une personne qui vous touche là, et c'est cette personne-là, vous allez aller vers elle, parce qu'il y a une connexion qui se fait. Ouais, les gens viennent vers moi, ça va. Il y a une connexion qui se fait. Vous allez arriver en quelque part dans une exposition, vous allez voir un tableau, il y a plusieurs, c'est celui-là qui vous parle. La couleur, ça peut être la couleur, ça peut être le dessin, ça dépend. Pour moi, tout est relatif, en fait. Tout dépend de qui on est intérieurement et de ce qu'on dégage et de ce qui se dégage de nous. Et surtout, ce qu'on a reçu. Moi, je fais sortir. Je ne fais pas rentrer avec l'art. Je fais sortir. Justement, Mallory, la sensibilité, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille, qui se détecte? Enfin, non, j'exprime mal ma question. Est-ce qu'il est possible d'avoir un manque de sensibilité? Mais c'est-à-dire, vraiment, ce n'est pas le fait de ne pas avoir trouvé,
Mais est-ce qu'à travers l'art-thérapie, on peut détecter que la personne, l'individu, n'a pas d'affinité avec la sensation? Alors, je vais commencer ma réponse par rebondir sur tes premiers propos. Donc, j'entends effectivement le côté sacré que tu donnes à l'art. Et tu as parfaitement raison. En disant que l'art, quand ça appelle du niveau, ça appelle une profondeur, ça appelle une réflexion, effectivement, l'art a cette stature de sacré. Parce qu'effectivement, l'art, encore une fois, est une des rares notions qui nous permet d'évaluer, de développer et de formuler notre rapport à l'abstrait, ce fameux abstrait-là. D'où cette histoire de niveau. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que l'art va être, pour répondre à Jonathan, le parterre par excellence du jugement, mais qui va conduire au non-jugement. Pour illustrer rapidement, bien sûr que l'art demande à celui qui crée et celui qui reçoit de prendre position. On est dans du jugement. Donc c'est le parterre par excellence pour le jugement. En revanche, dans la mesure où comment tu vas juger, comment Jonathan va juger, comment même Sabine va juger ou comment moi je vais juger, ce sont des jugements différents. On va, par ce biais-là, se rendre compte que nos jugements ne sont pas uniques. Et du coup, on sera conduit vers le non-jugement. Donc l'objectif n'est pas de tomber d'accord. En fait. Absolument pas. C'est juste de comprendre. Absolument pas. Il faut surtout pas, j'ai envie de dire, je serais plutôt dans l'équipe qui va défendre l'idée de ne pas tomber d'accord. Parce que si on est sur un même modèle de pensée, ça va lui dire qu'on a tous arrêté de réfléchir. Et donc, on est en danger de mort, très clairement. Donc, l'art est véritablement le parterre du jugement. Non, c'est profond, ce soir. Le parterre est véritablement... l'art est vraiment un parterre de jugement. Et concernant ta question sur la sensibilité, alors, on est tous sensibles, sauf dissonance organique. Quand tu me parles de sensibilité, j'ai envie d'évoquer ce qu'on appelle les neurones miroirs, qui a été une découverte d'un psychologue italien. Bref, blablabla, c'est pas la question. Ça, on peut faire une heure dessus. Et les neurones miroirs vont nous permettre de dupliquer les états émotionnels et énergétiques de l'autre. Et c'est par ce biais, pas que, mais par ce biais, je vais me rendre compte de ma sensibilité. Consciemment, je vais évaluer ma sensibilité. Je te dis ça parce que il n'est pas question de faire état d'une absence ou d'une présence de sensibilité. Il est question de faire état de ma connexion avec ma sensibilité. Ça veut dire tout simplement que la sensibilité, je vais l'approcher de façon biologique, par le biais, par exemple, des neurones miroirs, mais pas que, encore une fois, mais on n'est pas dans un cours de biologie, mais je vais surtout m'occuper de ma connexion avec ma sensibilité. Là où je vais de façon tierce, c'est-à-dire que j'ai un accompagné lambda et je vais, alors ça m'arrive très peu, mais enfin mettons, je vais faire état d'une absence de sensibilité, je vais plutôt avoir la réflexion, sa sensibilité, il n'y est pas connecté. C'est pas qu'elle est absente, c'est qu'il ne sait pas qu'il l'a. Voilà. Et du coup, ça peut faire partie de l'objet d'une médiation, on va dire, sur sa demande ou pas. Hein. Il n'empêche que, si on prend le cas d'un enfant qui se dit non sensible, on va plutôt penser que la sensibilité est bloquée. D'accord, ok. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, tu as répondu. Et tu vois, tout à l'heure, là, avant de commencer l'émission, on faisait le débat avant le débat. On parlait de certaines questions. Et là, je comprends mieux certaines réponses par rapport au débat de ce soir. Parce que il y a également une histoire, il y a des événements, il y a des blessures. Et comme on disait aussi, l'art-thérapie, c'est pour également guérir. C'est surtout pour ça. C'est surtout pour guérir. Donc, venir et puis proposer certaines questions, il y a toujours une cause pour pouvoir acheminer certaines choses. Donc, si je comprends bien, l'art-thérapie, c'est pour tout le monde. C'est aussi pour les couples. C'est-à-dire, si tu veux, de façon plus globale, l'art-thérapie s'adresse à des entités, qu'elles soient incarnées, qu'elles soient désincarnées. Ça, c'est encore un autre sujet sensible qu'on aura le temps de développer peut-être lors d'une autre émission, lors de notre temps de parole. Désincarné, incarné. C'est à l'égard de toute forme d'identité et toute forme d'entité, pour le coup. Donc, ça peut être l'individu, ça peut être une communauté, ça peut être une jonction, un couple. Dès lors qu'on a une entité, qu'elle soit incarnée ou désincarnée, alors incarnée dans le sens
individus ou groupuscules d'humains, désincarnés dans le sens, on peut aussi faire de l'art-thérapie vis-à-vis d'une croyance, de mœurs, de conditionnements sociétaux, d'aspects culturels, tout simplement. Est-ce qu'il est nécessaire d'illustrer? Je crois pas. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas physique. C'est pas physique. Donc en gros, c'est sans frontières. Ouais. Voilà, tu peux le pratiquer dans quel que soit le monde, quel que soit le groupuscule. Ça me rappelle, on avait fait une thématique sur l'aliénation parentale. Ça peut également rentrer dans l'art-thérapie pour pouvoir... Absolument. C'est vaste en fait. Hein. C'est très vaste. Ça rentre, comme tu disais, sur la page. Non, fini, pardon, excuse-moi. Ah bon? Et maman, j'ai pour autre chose. Non, ça rentre par rapport aux enfants, ça rentre également par rapport au couple et puis par rapport à soi-même, par rapport aux problèmes, par rapport à notre histoire, comme je disais aussi. C'est ça. Lorsqu'on a ce qu'on appelle globalement des biais de compréhension, par exemple, propres à certaines communautés. Je vais évoquer, avec un plaisir certain, les communautés dites colonisées. Les communautés dites colonisées, alors ça n'est pas propre à la Martinique, à la Guadeloupe, aux Antilles. On a des peuplades colonisées aussi sur le Maghreb, par exemple. Et on a des traits culturels communs entre les populations maghrébines et nous. Et pourtant, la médiation est totalement différente. L'art-thérapie peut, par exemple, participer non seulement à la mise au commun de patrimoine, mais aussi à la libération par rapport à ces biais de compréhension-là chez les deux peuplades dites colonisées, à la libération de certaines, on va dire, notions bloquées chez ces peuplades-là. D'accord. Voilà, par exemple, par le biais de la musique. Exactement, par le biais de la musique. Alors, tous les arts dits vivants, donc musique, danse, etc. Tous les arts plastiques, même les arts, ce qu'on a appelé il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, les NTIC, les nouvelles technologies, qui sont aussi des arts. Et on peut participer justement à des libérations collectives, ce qu'on appelle techniquement en égrégore, ce que Carl Gustav Jung appelle l'inconscient collectif. On peut participer, via l'art-thérapie, à des libérations sur des communautés. Donc ça englobe tout un groupe de personnes Un groupe de personnes, une personne individuelle ou tout simplement un état de fait, un état de vie, une mœurs. J'ai envie de dire aussi à l'élévation du peuple, à l'élévation d'un peuple également. Parce que comme tu disais, quand tu parlais de colonisation avec des similitudes entre les peuples du Maghreb et puis également chez nous, c'est par rapport aux blessures de la colonie et qui ont créé ces similitudes. Complètement. Mais nous-mêmes ici aussi, nous en avons des blessures. Nous avons les stigmates de toute cette période d'esclavage, l'héritage de nos parents, de nos grands-parents. On l'a encore. Voilà. Donc, le mimétisme, tout ça qui est rentré en ligne. Et on a beaucoup. Il y a beaucoup de slam ici, même au niveau des danses culturelles aussi. Des fois, vous voyez des gens qui sont là, ils sont plutôt timides. Et dès qu'il y a de la musique, on les voit se lâcher, danser. On a des fois tendance à se dire, mon Dieu, cette personne a un problème. Mais pendant ce temps, des fois, c'est une façon de s'exprimer, de se libérer. Non, mais c'est vrai. Et nous, on a toujours tendance, ce regard extérieur, à juger. Et à ne pas aller en profondeur, se dire, peut-être en fait, on juge quand on ne comprend pas. Voilà, on juge, voilà. On préfère juger au lieu de chercher à comprendre. Voilà. Non, c'est profond. Non, c'est très, très profond. Non, franchement, c'est une thématique très profonde. Ce soir, j'en reviens encore. Peut-être que l'idée a dit au moins 3-4 fois. Mais c'est abstrait, c'est large et on voit que... C'est spirituel. Hein. C'est spirituel. Moi, je pense que j'aurais du mal à me défaire de ma peinture. Hein. Je pense que c'est quelque chose que je ferai toute ma vie. C'est en toi. Pour le moment, puisque les attentes changent au fil du temps. Mais là, je pense que pour être resté 17 années sans peindre, donc quand j'ai renoué avec la peinture, j'ai fait connaissance avec Sabine. C'est Sabine, c'était Sabine. J'avais pas de moyens pendant 17 années de pouvoir m'exprimer. Tout était là, c'était intérieur, Et là, après, aujourd'hui, franchement, ma peinture, ça fait partie de moi. C'est une partie intégrante. Alors, l'occasion quand même m'est donnée de rappeler un point qui, pour moi, est crucial. On parle de profondeur, on peut passer aussi 2 heures avec grand plaisir à philosopher autour de la question, mais je tiens quand même à rappeler que l'art-thérapie, on est aussi dans la médiation avec le concret, dans les actes de la vie de tous les jours, dans nos aspirations de tous les jours, on retrouve les bénéfices de l'art-thérapie. C'est en allant débusquer des comportements dits irrationnels qu'on va certainement pouvoir régler ce qu'on appelle
des événements cycliques dans notre vie. On va illustrer rapidement pour ne pas tomber dans la sexualisation, dans la typologie sexuée des problématiques. Si je n'arrive pas à garder un emploi, si je n'arrive pas à même trouver un emploi, il est, alors pour ma part 100%, mais on va couper la poire en deux, 99,99% bénéfique d'aller chercher les causes à l'intérieur de moi. L'art-thérapie peut aider à apporter des réponses sur cet événement cyclique-là. Certainement que dans mon passif, dans ma configuration énergétique, biologique, et aussi dans ma psyché, dans la configuration de ma psyché, il existe une croyance qui m'interdit de trouver cet emploi-là parce que ça sera lié à des notions qui sont bloquées chez moi. Donc, dans la vie de tous les jours, dans l'application concrète, dans la vie quotidienne, l'art-thérapie présente aussi de nombreux bénéfices. Et je dis ça en complément de ta réflexion parce que c'est profond aussi là. Ça rentre dans une acceptation. Une acceptation, très clairement. Mais comme je dis, on va chercher à l'intérieur, on va essayer de rentrer en médiation avec l'intérieur pour expliquer et prendre les rênes de ce qui se passe à l'extérieur. Donc forcément, ça passe par de l'acceptation. Mais j'ai envie de te dire, l'acceptation n'est qu'un maillon dans la chaîne, dans le process même, tout simplement, tout le long du process qu'offre l'art-thérapie dans la vie de tous les jours. Dans ma façon de penser, dans ma façon de rentrer en médiation avec mon extérieur, oui, on aura des bénéfices énormes. Dans la connaissance de moi, j'aurai des bénéfices énormes, mais je ne vais pas me connaître moi pour me connaître moi. C'est très bien, c'est pas la question. Mais nous sommes des êtres incarnés, nous sommes sur un état physique, sur une terre, avec des activités, avec des buts, avec des envies, avec des peurs. Et il s'agit de rentrer en médiation avec ça. Il s'agit de comprendre ça et puis de décider de la suite, de la typologie des événements que j'ai envie de vivre. Et la concrétude de l'art-thérapie se trouve aussi là. Donc, il ne s'agit pas de philosophie ou de changer de mapping uniquement dans la psyché. Il s'agit aussi alors, pour une part, déconditionner et d'autre part, reconditionner pour le coup ce que je vis tous les jours. Mais je suis tellement d'accord avec ce qu'elle dit, en fait, pour l'expérimenter. Et quand elle... En fait, ça prend tout son sens. Je souris parce que, effectivement, la peinture m'a permis de franchir des étapes que je n'arrivais pas à franchir. Je pense que Monsieur Jonathan, qui me connaît quand même, a dû voir l'évolution. Ça passe par des étapes. Je suis passée par des étapes et la peinture m'a aidé à franchir ces étapes-là. Même retourner à l'école. Pour moi, je suis trop grande. Non, j'ai continué et c'était une étape après l'autre et c'est une force en fait que l'on gagne. Et pour moi, ça m'aide beaucoup. Et si bien que quand des fois, je vais rentrer dans l'aspect personnel ou quand, parce qu'on discute pas mal, Jonathan et moi, et il me dit, tu peins en ce moment? Il me demande si je peins. Et je lui dis, non, je suis pas inspirée, j'ai pas... Il me dit, tu n'as pas envie de peindre. Donc, et après, au fur et à mesure que les émotions sortent et que je dégage les choses, je franchis une étape. Et je me sens plus forte à chaque fois parce que j'ai déposé un paquet. Et avec mes toiles, je dépose un paquet à chaque fois et j'avance. J'ai l'impression que tu retraduis ce qu'elle dit. Oui, mais c'est ça, c'est que... Parce que, tu vois, oui, non, parce que tu le dis de manière professionnelle et elle le dit en vivant la chose. Ce qui est le plus important, selon moi. Et ça n'est pas une question de désestime ou quoi au caisse. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre aussi que dans l'art-thérapie, lorsqu'on va chercher l'état cathartique chez quelqu'un, il s'agit d'aller questionner une expérience personnelle. Et on va partir de cette valeur primale et primaire pour déterminer non seulement ce qu'on est, encore une fois, sur une approche holistique, mais ce qu'on décide de faire. Je veux dire que ça participe au déconditionnement académique. On va parler de alors ça peut paraître un petit peu barbare comme ça, comme appellation, mais quand, par exemple, Olivier parle de degré, de hauteur, de capacité, de valeur, on a tous nos expériences personnelles. Et c'est à partir de ces expériences personnelles qu'on va monter notre étalon afin d'évaluer notre environnement extérieur. C'est pas X, Y, telle autorité,
telle entité, telle communauté qui va venir nous donner cet étalon-là. Pour concrétiser, illustrer très pragmatiquement, quand je suis sur mon expérience personnelle, je suis en mesure d'évaluer la douleur que je peux supporter. D'accord. OK? Lorsque je vois, mais non, petit flamme d'y fait qui a brûlé, c'est la personne qui est sous la flamme qui sait. Donc, l'art-thérapie va permettre aussi cette connexion-là. Et là, on a un parfait exemple de intérieur-extérieur et la vie de tous les jours. Je vais me comporter émotionnellement selon, effectivement, la douleur que j'aurais décidé que je peux supporter. C'est pas un tel ou telle autorité qui va venir me dire ce que je peux supporter ou pas. C'est l'expérience. On va partir du tronc commun, de l'expérience personnelle pour édifier les talons et évaluer mon intériorité, en vrai. C'est ce ADN, à quoi. Voilà, exactement. Et je crois, et je suis de ceux qui croient que l'art-thérapie, c'est l'ADN de tout le monde. En fait. Mais on n'est juste pas conscient de ça. C'est ça, on n'est pas conscient. Mais c'est ça, l'un des bénéfices, en fait, l'un des enseignements principaux de l'art-thérapie, c'est ça. C'est aller valoriser son expérience personnelle au travers de jauges encore plus personnelles et ne pas attendre de l'autre qu'il me valide. Mesdames. Non, mais en fait, je vais juste faire une petite parenthèse. Et en fait, on prend possession effectivement de son moi intérieur pour moi parce qu'on arrive à affirmer et à dire des fois non. Moi, j'ai appris à dire non. Je disais pas non. Maintenant, je dis non. Je ne veux pas. On arrive à connaître ses limites. C'est accepter et à ne pas accepter certaines choses. Et à un moment donné, quand on arrive à ce stade-là, même si l'autre ne le reçoit pas, c'est pas grave. Mais mesdames, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier ce soir. Avec aussi Olivier, je savais. Mais je tiens à vous remercier ce soir. Franchement, j'espère que vous avez également appris de cette émission ce soir. Elle était profonde. Combien de fois moi j'ai dit ça quand même ça. Ah ouais. Mais... c'est l'émotion. Non, franchement, c'était très... Non, j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris. Où on peut vous retrouver? Alors, la prise de rendez-vous, c'est, je fais comme tout le monde, j'utilise beaucoup les plateformes digitales, donc les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et la recherche n'est pas compliquée. Musicosophie, MIZIKOSOPHY. Musicosophie art-thérapie. Il suffit de taper ça dans les barres de recherche des réseaux, des plateformes principales comme Instagram et Facebook et on me trouve. D'accord, ok. De toute façon, on va partir. Moi, je suis du monde, moi. J'appartiens au monde. Donc, là, on doit me retrouver. Sabine, comment tu as apprécié? Non, franchement, j'ai beaucoup aimé cet échange et je pense qu'on aura l'occasion de se parler en dehors de l'émission. Et franchement, c'est moi qui avais des appréhensions. Sur Instagram, il y a aussi Malorizique. Absolument. Il y a également Malorizique également. C'est ça. Voilà. Mais j'espère que vous avez appris. Olivier, Frangin. Écoute, j'ai grandi. Olivier va nous faire des tableaux de malade là bientôt là. Non, mais je comprends. En fait, ça fait comme tu expliquais, ça fait du bien d'entendre déjà et de mettre des mots sur soi. Et je comprends mieux mon caractère là. En 1h20, vous m'avez expliqué mon caractère. Je me comprends mieux, je me suis reconnu à travers tout ce que vous m'avez expliqué, transmis. Parfait. Et c'est là que je dis que l'art-thérapie est peut-être dans l'ADN finalement, parce que cette sensibilité à certaines choses, certaines émotions, etc., que ce soit père à distance, père avec son enfant, père ou mère, hein, je parle de parents en fait en gros, et hors parents, même pas que parents, il y a des choses qui te touchent plus que d'autres, etc. Et des fois tu te poses des questions sur toi-même. Tu te demandes, est-ce que tu vas bien? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis dans mon monde? Tu comprends ce que je veux dire? Mais au final, c'est toi, c'est tout. Ouais. Tu dois accepter qui tu es, mais tu dois aussi chercher qui tu es. Moi, je pars du principe, on se demande si c'est nous qui avons le problème, c'est que nous n'en avons pas forcément. Dans résumé, mettez de l'art dans votre vie. Hein. Mettez de l'art. Je dis toujours ça, soyez l'artiste de votre vie. Mettez de l'art dans votre vie. Richesse là en nous-mêmes. Vous avez ça, nous qu'à répéter toutes les. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Il joue à bisou en papa en tol. Il joue pas bisou en papa en tol. Il joue à bisou en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.